Vous imaginez votre maison comme un couloir qui permet de circuler le plus rapidement possible la porte entrée à la porte garage? Non. Alors pourquoi est-ce que comme cela que nous avons pensé nos villes? Nous devons concevoir nos espaces publics pas comme un couloir, mais comme un lieu de séjour, un salon. Nous voulons vivre dans une ville accueillante. Bienvenue à Bruxelles, dans le podcast Living City, Ville Salon. Je m'appelle Elke van den Brandt, je suis ministre bruxelloise de la mobilité, travaux publics et de la sécurité routière. Et nous sommes confrontés à une urgence climatique. Et nous devons trouver un moyen à la fois de lutter contre la crise climatique et d'améliorer la justice sociale. Chaque jour, j'essaie de changer Bruxelles parce que je crois qu'améliorer nos choix de mobilité est un levier puissant pour une transition juste. Mais je suis qu'une seule personne. Une transition juste doit être créée par le plus grand nombre et non par quelques-uns. Et dans cette série de podcasts, je parlerai à de nombreuses personnes qui ont des idées, d'expériences, des exemples bruxellois ou étrangers de personnes et de citoyens qui inspirent nos villes et qui ouvrent la voie. Des épisodes seront soit en anglais, soit en français ou néerlandais. Alors, asseyez-vous dans votre canapé, posez vos pieds sur la table basse et respirez. Et si vous avez une question, une idée, une réponse, rejoignez les débats et contactez-moi par Instagram, Facebook ou email. Alors aujourd'hui, je suis ravie de parler avec Fatima Zindou, une grande personnalité à Bruxelles, qui parfois me donne l'idée d'avoir plusieurs vies ensemble, si on voit tout ce qu'elle a fait. Alors tout d'abord, elle a eu un doctorat en sciences politiques et sociales. Elle a été responsable d'Actiris Inclusif. Fatima est experte en inclusion, lutte contre la discrimination. Elle est très active dans la société civile. Ce n'est pas un petit engagement, mais sa vie est un engagement en soi. En 2014, elle a organisé une exposition sur les femmes fortes issues d'immigration. Elle est actuellement co-chargée avec Jan Goossens du trajet pour Bruxelles 2030, parce qu'on veut rendre de Bruxelles la capitale culturelle de l'Europe, mais c'est surtout le trajet qui compte, ce n'est pas juste le résultat. Et elle a aussi organisé en 2019 le projet Women 100, 100 femmes qui s'organisent, qui inspirent une plateforme composée des femmes des quatre coins de Bruxelles qui parlent des sujets un peu de tout, mais qui donnent surtout des idées, de l'énergie et qui ont une voix et des actions pour Bruxelles, ce qui est crucial. Elle a dédié plusieurs séances de réflexion sur le genre et l'espace public. Alors, je suis ravie de pouvoir t'accueillir dans cette podcast. Merci Elke, merci pour cette présentation. C'est un plaisir d'être ici. Peut-être tout d'abord, je disais tout à l'heure, parfois j'ai l'idée que tu as plusieurs vies, que tu as peut-être une jumelle cachée, qu'il y a une deuxième Fatima Zibou pour se faire ce jour. Comment tu fais ça? C'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir comment je fais. Et en même temps, j'ai l'impression de ne pas en faire assez, tellement il y a de challenges à Bruxelles, tellement il y a de défis. Je crois que ce qui me donne de l'énergie, c'est la passion. J'aime Bruxelles, j'aime cette ville, j'aime ses habitants. Et aussi, je pense que c'est parce que je crois fort en l'importance de redonner ce qu'on a reçu. Et je m'estime quelque part privilégiée et qu'il est de ma responsabilité de pouvoir redonner à la société. Et est-ce que c'est Bruxelles, tu pourrais faire la même chose dans une autre ville ou c'est Bruxelles qui te nourrit? Ben, c'est une bonne question parce que j'aime beaucoup faire des city trips et aller à la découverte des autres villes pour voir un peu comment ça fonctionne, comment l'espace public est aménagé, comment la mobilité s'organise, comment l'art et la culture se vivent aussi. Mais il n'y a rien à faire. Bruxelles, malgré ses défauts, malgré son insalubrité, son côté un peu décalé, bien, on l'aime cette ville malgré tout et donc je pense que je ne pourrais le faire nulle part ailleurs qu'à Bruxelles. Et c'est quoi pour toi, Bruxelles? C'est notre maison, c'est ce qu'on partage, mais c'est quoi pour toi, Bruxelles? Alors, pour moi, Bruxelles, quand je pense à Bruxelles, j'ai deux images qui me viennent en tête. La première, c'est celle d'une salade de fruits. Et une salade de fruits, il y a plein de fruits qui viennent de partout, donc des fruits locaux, mais des fruits aussi de l'international. Et c'est toutes ces couleurs, toutes ces saveurs, ces goûts différents. Mais pour réussir une bonne salade de fruits, il faut parfois un jus pour bien mettre ça ensemble. Et pour moi, le jus de Bruxelles, c'est quelque part cette identité bruxelloise, cet attachement à Bruxelles. Et donc, ce qui fait
finalement, le commun malgré la différence, c'est Bruxelles. Et puis l'autre image qui me vient aussi quand je pense à Bruxelles, c'est celui d'un archipel. Un archipel avec plusieurs îles. Et en fait, ce qui manque, je crois, encore à Bruxelles, c'est des canaux, des ponts, des bateaux pour relier finalement ces différentes îles qui sont les différentes communautés à Bruxelles, les différents groupes sociaux et culturels. Parce que même si on se vante que Bruxelles est la plus diverse d'Europe, en réalité, il y a encore beaucoup de silos qu'il faut casser. Et ça, c'est l'une de mes missions. C'est une mission que tu veux mettre dans le trajet de Bruxelles 23. Si on s'imagine Bruxelles en 2030, qu'est-ce que ça va devenir? Où est-ce qu'on allait? C'est aussi là le trajet que tu veux mettre en œuvre? Donc avec Yann Goossen, c'est l'équipe Bruxelles 2030, on a vraiment cette mission de pouvoir aussi saisir cette opportunité de préparer la candidature pour réfléchir sur ce nous bruxellois. Qu'est-ce qui fait ce commun à Bruxelles à travers l'art et la culture, au-delà de ces différences culturelles, sociales et linguistiques également? Et c'est vrai que quand on rencontre les Bruxellois, du secteur culturel, économique, associatif, bref, en général, on sent bien qu'il y a véritablement une volonté de réfléchir sur un projet de ville. Et Bruxelles, Molenbeek, Bruxelles 2030 est une belle opportunité pour y réfléchir. Et les gens ont aussi envie de réfléchir, parce que je dis toujours la vraie richesse de Bruxelles, ce sont les Bruxellois. Il y a une solidarité, une énergie dans les Bruxellois. Tu arrives à les capter dans ce trajet? En tout cas, il y a une attente énorme autour de cette candidature, ce qui est une grande pression pour nous, parce que voilà, on reste une petite équipe, mais ça montre que les Bruxellois ont besoin d'un projet commun, que aujourd'hui Bruxelles, bien, ça reste une ville qui est structurellement, institutionnellement, qui fonctionne sur base aussi de différences linguistiques. On a des compétences francophones, néerlandophones pour la culture, par exemple, pour l'enseignement. Et je crois que de plus en plus, les Bruxellois se trouvent en décalage avec ces clivages linguistiques. Et en fait, quand on parle de Bruxelles, de Molenbeek Bruxelles 2030, eh bien, on sent beaucoup dans les yeux des gens qu'on rencontre, des étoiles dans les yeux, comme si ce projet était porteur d'espoir pour le futur de Bruxelles. Et ça, c'était un véritable enjeu pour nous. Alors, si je pourrais dire, c'est le trajet, en fait, est beaucoup plus important. Et créer les ponts, c'est une manière de créer des ponts, c'est une méthodologie pour créer des ponts à Bruxelles. Tout à fait. Le chemin est très important. Donc, tout le processus qu'on mène en place pour pouvoir faire notre candidature est tout aussi important que le titre que l'on espère avoir. Mais dans tous les cas, j'estime qu'on est gagnant parce que soit on gagne, on a le titre et c'est tant mieux. Et si jamais on ne l'a pas, eh bien alors c'est une opportunité pour réfléchir à finalement qu'est-ce que Bruxelles et qu'est-ce que ce nous bruxellois. Alors un grand débat dans la mobilité, c'est la participation. Comment participer? C'est un enjeu de la mobilité, mais aussi avec Covid, comment comme gouvernement, comme institution, on peut vraiment connecter avec nos citoyens et faire discuter nos citoyens avec les divergences et discuter sur les thématiques. C'est quelque chose c'est un challenge pour Bruxelles. Comment vous le faites pour Bruxelles 2030 pour le faire? Comment vous arrivez à trouver les gens, motiver les gens et les mettre autour de la table, les faire discuter? La participation, c'est un élément clé de la candidature, mais c'est un élément clé aussi personnellement de tout mon engagement. J'ai découvert l'enjeu de la démocratie participative, délibérative, il y a plus de 10 ans avec le G1000, où avec David Van Reybrouck, on a confondé ce réseau qui a permis de réunir 1000 citoyens tirés au sort. Et c'est là où je me suis rendu compte que finalement, les citoyens avaient aussi un rôle politique à jouer, avaient leur mot à dire et qu'il ne fallait pas attendre tous les 5 ans, tous les 6 ans pour voter et de s'exprimer dans la voix. Et c'est pour ça que la participation, c'est quelque chose qui s'est concrétisé à travers la Youth Coalition de Molenbeek Bruxelles 2030, mais aussi à travers, par exemple, le réseau que j'ai confondé avec d'autres femmes bruxelloises fantastiques, qui est Women 100. La participation, aujourd'hui, c'est fondamental parce qu'on peut plus se permettre de prendre des décisions pour les citoyens sans les citoyens. Tout à fait d'accord, mais c'est plus facilement dit que fait. Et quand même, si on parle de Youth Coalition ou si on parle de Women 100, tu arrives à le faire. Tu arrives à trouver des panels, des citoyens, des jeunes ou des femmes
qui sont très diverses. Alors, il y a vraiment une stratégie derrière. Comment tu fais ça? Oui, tout à fait. Il y a une véritable méthodologie qui est mise en place pour faire en sorte que ces projets soient authentiques, soient diversifiés et surtout tiennent compte des sans-voix, des invisibles, de ceux qu'on n'entend pas. Ça, c'est vraiment une préoccupation qui est centrale dans tous les dispositifs participatifs qu'on met en place, qu'on fait souvent en tant que bénévole, hein, comme Women 100 ou le G1000. Et en fait, je crois que l'un des défis, c'est de pouvoir s'inspirer d'une méthodologie qui est basée sur ce qu'on appelle l'inclusion radicale. L'inclusion radicale consiste à faire en sorte que tous les projets qu'on veut mettre en place, eh bien, se réfléchissent déjà en amont avec les concernés. Ça veut dire qu'autour de la table, dans le comité de pilotage, dans les personnes qui vont penser le projet, eh bien, on fait en sorte qu'il y ait déjà une représentativité maximale de Bruxelles. Et c'est comme ça qu'on va marcher, parce qu'en fait, on a tous nos billets inconscients, on a tous nos œillères, et c'est qu'en mettant des personnes différentes autour de la table qu'on crée beaucoup plus de créativité et beaucoup plus de résultats. C'est vraiment fantastique. Moi-même, je découvre tous les jours, encore tous les jours, des choses à Bruxelles que j'étais loin de penser que ça existait. Est-ce qu'ils ont arrivé à te bouleverser une conviction à toi? Parce que c'est vrai, si on se met ensemble avec 100 personnes, avec vraiment toutes les diversités possibles, ça pourrait te mettre en questionner tes propres valeurs ou des idées. Tu as un bon exemple de comment, par exemple, les jeunes t'ont fait à regarder différemment à quelque chose? Ah oui, tout à fait. Ce sont des expériences qui te transforment et qui aussi remettent complètement en question tes a priori, tes préjugés, des stéréotypes. On en a tous. Et pouvoir faire en sorte d'investir sur l'intelligence collective. D'ailleurs, il y a un très bel ouvrage qui s'appelle le Super Collectif. Eh bien, en fait, ça nous permet de sortir de notre zone de confort. Ça permet aussi de sortir de ce qu'on pensait être vrai. Pour ça aussi, il faut faire preuve d'humilité, d'une écoute active, de pouvoir se décentrer et de pouvoir aussi comprendre d'où la personne parle. Essayez d'imaginer un événement avec une personne en situation de handicap. Eh bien, vous verrez qu'elle va vous mettre l'accent sur des choses que vous-même, vous ne voyez pas. Pareil, quand vous organisez le repas pour un événement, ben, quand il y a des personnes qui ont des intolérances alimentaires, par exemple, des allergies ou des restrictions alimentaires en raison pour des raisons culturelles, eh bien, ça amène aussi à se dire, mais en fait, il faudrait qu'on vise plus large. Et viser plus large, ça permet aussi de créer une certaine forme de reconnaissance de la diversité, de la pluralité de Bruxelles. Et ça crée quoi? Quelque chose qui pour moi est formidable et qui est pour moi une véritable énergie. Ça crée de la joie, ça crée de l'amour, ça crée de la connexion, ça crée quelque chose qui est vraiment une belle émotion qui fait qu'on a envie de continuer à investir sur cette force de Bruxelles, sa diversité. Il n'y a jamais des conflits que tu dois gérer un conflit parce que les gens vraiment ne s'entendent pas ou par tes valeurs vraiment opposées? Alors, bien évidemment, on est humain et donc il pourrait y avoir des conflits, mais ça aussi, dans notre méthodologie, on essaye de l'avancer, l'anticiper. Comment? En essayant d'aborder des chartes avec des valeurs communes. Pour nous, il est important, quand on crée un dispositif participatif, inclusif, mais radicalement inclusif, qu'on se mette au minimum d'accord sur des valeurs qu'on partage. Et donc c'est clair que les personnes qui veulent exclure d'autres groupes, quelles que soient leurs différences, eh bien ils ne sont pas les bienvenus. L'inclusion radicale, c'est aussi faire preuve d'empathie et de bienveillance et des valeurs qui tournent autour de l'ouverture et de l'inclusion. Ça, c'est la base. Et aimer Bruxelles, ça aide aussi. Ah oui, et donc ça, c'est le point commun. Parce que qu'est-ce qui fait que toi et moi, on est aujourd'hui assis sur ce sofa? Je pense que c'est Bruxelles. Voilà. Malgré nos différences linguistiques, malgré nos différences culturelles et sociales, c'est parce qu'on a envie d'être des actrices de changement pour Bruxelles. Par exemple, au W100, eh bien, on avait comme condition habiter Bruxelles et être actrice de changement. Et vraiment, tout ce qui animait, ce qui faisait le commun de toutes ces femmes, même si elles habitaient dans les différentes communes et qu'elles travaillaient dans des secteurs complètement différents, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour cette ville qu'on aime? Ouais. Et là, vous qui habitez dans les différentes communes, qui travaillent dans différents secteurs, si j'ai bien compris, vous avez un
un checklist pour dire, voilà, on a besoin de femmes de tous les côtés. Alors, vous avez vraiment une checklist pour aller radicalement à ces 100 personnes qui sont vraiment un exemple pour Bruxelles. Tout à fait, mais donc cette checklist, entre guillemets, elle se base tout d'abord sur un état des lieux, sur base des données statistiques socio-démographiques, économiques de Bruxelles. Donc on croise toute une série de données et on essaie d'imaginer qu'est-ce que serait Bruxelles à l'échelle de 100 femmes. C'est exactement ce qu'on a fait avec la Youth Coalition, croiser des données, qu'est-ce que serait Bruxelles à l'image de 100 jeunes, ce qui nous permet d'avoir 11 personnes de la ville de Bruxelles, 8 de Molenbeek, etc., en fonction de la démographie de la population. Ensuite, à cela, on rajoute d'autres données. Alors, il y a des données qu'on n'a pas, hein, notamment par rapport à l'orientation sexuelle, à la conviction philosophique ou religieuse. Mais on essaie de se dire, OK, on va plus ou moins intuitivement vers autant de personnes. Et puis la diversité, ce n'est pas uniquement nos multiples identités, c'est aussi la diversité de secteurs d'activité. Et donc c'est ce qui fait qu'on aura par exemple dans le W100 des femmes qui sont investies dans le quartier européen et donc dans des entreprises qui font partie de comités de direction. Et puis on a des femmes qui sont plutôt en première ligne, des mamans qui vont s'occuper par exemple des sans-abri, des réfugiés. Et c'est vraiment en mettant ensemble la diversité des origines culturelles, sociales, linguistiques, parce que toutes nos réunions se font dans les 3 langues principalement, et même beaucoup plus, parce qu'il y en a 104 à Bruxelles, et on essaie aussi d'être attentive à la différence de sensibilité, de secteur d'activité. Et quand vous mettez ça ensemble, eh bien c'est magique. Je dirais que Bruxelles, c'est aussi comme une soupe, une bonne harira marocaine. Donc, il y a plein d'ingrédients et ensemble, ça fait quelque chose d'extrêmement délicieux. Une salade de fruits, c'était... Salade de fruits archipellement, et une bonne harira aussi, une belle soupe marocaine. Je ne sais pas si tu as déjà goûté, mais en tout cas, moi, j'ai pu goûter un tout petit peu, mais c'est à la fin de toute une journée où vous avez travaillé, c'est peut-être intéressant de plancher dedans, vous avez travaillé avec les femmes pendant toute la journée sur l'espace public, entre autres la mobilité. Et à la fin, il y avait une réception. Et quand j'entrais, c'est vrai qu'il y avait une énergie qui me prenait. C'était gigantesque. Tu dansais, les femmes commençaient à danser. C'était vraiment... Il y avait une amitié dans la salle. Tu sentais qu'ils avaient vraiment des liens, que les gens ne se connaissaient pas avant, mais... Tu sentais que voilà, il y avait une confiance, il y avait une envie, une énergie. C'était voilà, je dois dire que j'étais un peu jalouse de ne pas pouvoir participer tout le trajet. Et pareil pour la Youth Coalition, hein, j'imagine qu'avec les jeunes, tu as ressenti ça aussi. Mais oui, et là aussi, ils sont des jeunes, c'était des jeunes bruxellois qui ont des idées, et c'était ça aussi parce qu'ils m'ont présenté leurs résultats à tout le gouvernement, mais ce qui sort, ce sont aussi les débats essentiels, les débats sociétals d'aujourd'hui. Et ils viennent avec des réponses, ils prennent leurs responsabilités, ils discutent. Et ça, c'est très intéressant. Mais peut-être, j'aimerais te demander, cette journée, je suis entrée à la fin, vous avez parlé avec 100 femmes sur l'espace public, la mobilité. Qu'est-ce qui en sortait? Qu'est-ce que les femmes disent? Alors, donc c'est des femmes effectivement qui ne se connaissaient pas à la base et donc on essaie de mettre tout un dispositif avec des facilitatrices. C'est important qu'elles puissent se sentir à l'aise, qu'on puisse aussi prendre le temps de définir les concepts parce que quand on parle, par exemple, ce jour-là c'était sur l'espace public, c'est quoi l'espace public? On en parle comme ça, mais c'est important de définir un cadre commun, un cadre conceptuel commun pour qu'on puisse déjà se mettre d'accord sur de quoi on parle. Je crois que ça c'est la base dans toute discussion, c'est de quoi on parle, et puis de faire en sorte que chacune a la possibilité de s'exprimer de là où elle est, et que chaque voix compte. Et donc créer un safe space où tout le monde peut être entendu, c'est fondamental. Alors qu'est-ce qui ressort? Il y a beaucoup de choses qui ressortent, mais on sent que la question des inégalités, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Vraiment, c'est que comment finalement on peut être reconnu, comment est-ce qu'on peut être bruxelloise, en ne souffrant pas d'inégalité. Et ça se traduit notamment dans l'espace public, mais aussi dans les autres dispositifs participatifs, par la lutte contre le sexisme, le racisme, et aussi un besoin d'être safe, d'être sécure dans l'espace public. Donc ça, c'est quelque chose qui revient fortement dans les discussions. Mais je crois qu'au-delà de ça, ce qui est
ce qui ressort de ces rencontres qu'on organise, là on parle du W100, mais c'est valable pour la Youth Coalition, pour le GMIN et pour plein d'autres choses que je pourrais encore citer. Je crois que ce que les Bruxellois recherchent et qui manque encore à Bruxelles, ce sont des espaces de rencontre entre des personnes qui ne nous ressemblent pas. Je crois qu'on doit essayer d'imaginer des espaces qui permettront de faire en sorte qu'on puisse discuter, puisse se connaître, parce qu'en fait, il y a très peu ça. Moi, j'ai eu cette chance-là à l'université, de rencontrer des univers complètement différents. Donc, moi, je suis de Molenbeek, et à l'université, j'ai rencontré des univers complètement nouveaux. Et ça, pour moi, c'était quelque chose qui a complètement changé ma vision de la vie, ma vision de la société. Et à travers ces différentes expériences, je crois qu'on a besoin de multiplier ces espaces du commun à Bruxelles. J'avoue, pour moi, c'est l'école de mes enfants. Je trouvais à l'université, j'ai trouvé beaucoup de gens qui avaient aussi des privilèges. Et voilà, c'est un peu, si on disait au début, on a beaucoup de communautés, mais parfois on a quand même des petits bulles à Bruxelles. Et pour moi, c'est l'école de mes enfants qui est en fait un lieu où, certainement, on est tous maman, papa, parents ou responsables pour un enfant. C'est l'amour pour l'enfant qui nous met... Et c'est un lieu, mais c'est vrai, dans l'espace public, c'est plutôt rare qu'il y a des moments qui sont créés. Et c'est quelque chose que je pense, c'est vrai, l'espace public est souvent utilisé à Bruxelles pour se déplacer, mais il y a tellement plus qu'on peut faire. Oui, tout à fait. Il y a 2 semaines, j'étais en Suisse et j'ai vu une expérience qui était magnifique. En fait, ils ont investi sur du mobilier urbain et donc ils ont créé des espèces de chaises, mais vraiment designées de façon belle parce que la beauté est importante, l'esthétique est importante. Et la façon dont ils les ont mis en place permettait en fait à chacun de pouvoir s'asseoir et de pouvoir discuter avec l'autre. Et alors ils en ont mis tout plein, par exemple devant un lieu, je pense qu'il s'appelle le Manège, qui est un lieu en fait où les parents peuvent venir avec leurs enfants. Et donc à l'entrée, il y avait un endroit où les gens pouvaient déposer les livres qu'ils ne lisaient plus, pour pouvoir faire en sorte que d'autres en prennent. Il y avait un kicker. Et il y avait une salle où les gens pouvaient travailler, coworking. Il y avait une salle d'enfants avec des jeux. Il y avait un lieu où des gens qui avaient des vêtements à donner les mettaient pour que d'autres reprenaient. Et j'ai vu en fait dans cet espace à Genève un endroit qui créer du commun. Et je me disais, mais c'est ça qu'on a besoin à Bruxelles. Je ne sais pas s'il y en a. Moi, je n'en connais pas. Je voulais juste demander, tu as des exemples à Bruxelles, des lieux comme ça? Eh bien, voilà. Eh bien, cet exemple-là m'a fascinée parce que je me suis dit, mais c'est ça qui nous manquait. Et là, on voyait des papas, des mamans, on voyait des jeunes étudiants venir là. Il y avait un mobilier à l'extérieur super beau. Il y avait de la verdure aussi. Et il y avait ce lieu qui était vraiment un lieu où on pouvait venir avec nos enfants. Donc, voilà, parce que voilà, il y en a quelques-uns à Bruxelles, hein, des children, oui, des enfants, oui, mais des cafés children friendly, mais très peu encore. Et avec plein d'activités. Mais vraiment, je suis venue, j'ai pris plein de photos. Il y avait aussi un mur avec des annonces, avec quelqu'un qui pouvait aider à traduire, quelqu'un qui pouvait aider à faire le ménage, quelqu'un qui avait une camionnette qui pouvait aider. Et donc, en fait, c'était un troc. Et je me suis dit, mais waouh! Et donc ça crée aussi de l'entraide, de l'échange. Et quelque chose aussi, je pense, qui est important pour l'espace public et qui me manque vraiment, c'est la présence des artistes dans l'espace public. Ouais. Pour avoir voyagé dans quelques villes, je trouve que ça vit quand il y a de la musique, quand il y a des artistes dans l'espace public. Alors, on en a quelques-uns du côté de l'hypercentre. Et je sais que ce n'est pas facile d'être artiste dans l'hypercentre parce qu'il faut passer un casting, un concours, etc. Mais j'ai des expériences de ville où les bons souvenirs que j'ai, eh bien, ce sont toutes ces personnes qui font des bulles pour les enfants, qui jouent de la guitare, des personnes qui jonglent. Et je crois qu'on a besoin d'avoir beaucoup plus de musique, beaucoup plus de joie et de gaieté, parce que je crois que ça transforme la ville et ça crée de la joie. Ouais. Ça manque à Bruxelles un peu. Ça manque, mais je peux quand même... Pour moi, ce sont des événements, par exemple, dans l'été, dans les parcs, il y a pas mal des activités. Moi, j'habite tout proche du parc Elisabeth, et il y a Plazella, et en fait, mes enfants l'appelaient le fête dans le jardin. Pour eux, c'était vraiment une grosse fête tout l'été. Alors, il y a des moments où c'est là, mais c'est vrai, c'est comment créer, comment faire en sorte que l'espace soit utilisé tel quel, parce qu'on peut organiser un espace public, mais comment faire en sorte qu'elle est aussi utilisée d'une telle manière. C'est vrai, à Bruxelles,
peux m'imaginer des choses, mais il y avait des exemples des femmes ou des jeunes qui ont participé de ça? Dans l'espace public à Bruxelles? Oui, dans l'espace, oui, des bons exemples de comment que dans l'espace public, cet échéance a été créé pour les jeunes, pour les femmes, pour tout le monde, mais où ils ont dit, mais oui, ça, chez moi, c'était une bonne idée, où j'ai une expérience positive là. Ouais. Mais comme tu disais, c'est vrai que il y a plein d'événements qui s'organisent à Bruxelles dans l'espace public et on peut en citer tout plein. C'est vrai que au Parc Elisabeth, même lors du jour de la journée sans voiture, il y avait plein de stands, du barbecue, le café qui est là, dont j'ai oublié le nom, le petit kiosque là oui. Qui a, comment il s'appelle encore Pour moi c'est Plazé, mais c'est Elisa. Elisa, voilà, c'est ça. Au Parc Royal, le 21 juillet, il y a plein d'initiatives. Et la dernière que j'ai vraiment beaucoup aimée, c'était la compagnie de théâtre des nomades disparus. Ouais. Avec Jamal Yousfi, en fait, qui ont investi le bois de la Cambre. Et ils ont mis une forme de tente comme ça, avec plein de spectacles. Et puis, il y avait des concerts, il y avait plein de stands. Et je me disais, c'était tellement beau de voir, en fait, cette mixité culturelle et sociale à travers le théâtre, à travers des concerts. Et donc, c'est vrai qu'il y en a, en fait, à Bruxelles. Mais moi, je pense que ça devrait être beaucoup plus spontané, ça devrait être beaucoup plus régulier, ça devrait être quelque chose qui se vit, ça devrait être quelqu'un qui, se sent à l'aise de dire, écoute, moi, je vais faire de la guitare dans l'espace public. Je crois qu'il y a beaucoup d'artistes qui, au lieu de répéter dans leur chambre, pourraient profiter de l'espace public et bénéficier du public aussi pour pouvoir faire des performances culturelles et artistiques. Mais on manque de plus. Moi, je rêve qu'on ait plus de banquets à Bruxelles. Donc, on a Picnic the Streets qu'on a fait au mois de juin avec Women 100 aussi. On a participé au 10e anniversaire. On n'a pas assez. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça chaque dimanche, à la place de la Bourse? Pour celui qui veut, c'est un pétonné maintenant, mais venons avec nos nappes et allons pique-niquer investissons le bitume. C'est tellement gai, on l'avait fait. On avait ramené des tam-tams, il y avait des femmes, même sans papier, qui venaient jouer du derboga, il y avait des femmes qui ont chanté. C'était tellement beau, en fait. Moi, je crois que mes plus beaux souvenirs, quand je ferme mes yeux, que je dois faire des exercices de méditation, que je dois me réfléchir au meilleur moment, c'est souvent des moments où il y a de la connexion entre des personnes plurielles. Et il y a beaucoup de joie. J'aime ça. Est-ce qu'on doit organiser physiquement différemment notre espace public? Parce que j'ai l'impression, on a cet effet, on organise parfois des événements de Bruxelles en vacances. Ce sont des projets, c'est un esprit qui est né pendant Covid en disant les gens ne peuvent pas voyager, ne peuvent pas avoir des gros événements, alors on va créer des tout petits moments dans les quartiers, il y a des petits subsides et c'est l'espace public qui est transformé. Il y a un rond-point qui tout d'un coup est mis avec du sable et c'est une plage, alors tous des petits projets comme ça. Et ce qui ressort de ça, c'est dès qu'on organise différemment l'espace public, que les gens s'approprient de l'espace public et aussi ça crée ces connexions dont tu parlais. Est-ce que tu penses qu'on doit, à Bruxelles, qu'il y a quelque chose à changer dedans? Oui, on a des exemples très concrets. Moi, j'habite Molenbeek, par exemple, et il y a la rue Raymond Steins où les gens du quartier organisent régulièrement des choses ensemble. Il y a même un groupe WhatsApp où il y a plein de choses qui se disent. Donc, l'importance aussi du digital pour créer du lien. Il y a aussi Anne-Catherine avec Open Street, c'est les filtres café dans le quartier maritime aussi, qui a développé toute une série d'initiatives qui permettent de créer du commun. C'est vrai que c'est beau, mais en même temps, il ne faut pas être naïf. Ça crée aussi des blocages de la part de certains habitants qui râlent parce qu'ils ne peuvent plus stationner leur voiture, qui râlent parce que la circulation est bloquée et donc ça ne leur permet pas d'eux et donc ça crée aussi des tensions. Et donc, je pense qu'il faut pouvoir en tenir compte, mais pour moi, cela passe, encore une fois, parce que je disais, l'inclusion radicale, c'est de faire en sorte qu'avant qu'on mette ça en place, qu'on demande aux habitants du quartier de venir ensemble et en discuter et de voir quelles sont les possibilités et de dire mais en fait oui, moi aussi j'aimerais bien que mes enfants puissent jouer dans la rue sans qu'il y ait des voitures qui circulent parce que j'habite un appartement et on sait combien la densité à Bruxelles, notamment dans certains quartiers notamment populaire, est importante, qu'il faut réinstaurer finalement cette culture. Moi, j'ai grandi, enfant, on jouait dans la rue, c'était comme ça, à Bruxelles. Mais sans que ça crée des tensions, on a l'impression que c'est un certain groupe social qui vient avec certaines choses, mais sans concertation. Et donc, ça crée en fait un conflit qui, en réalité, aurait pu être évité si on les avait
invités autour de la table avant même de mettre ça en place. C'est pas naïf. Je suis convaincue que c'est possible parce qu'une fois que la discussion est établie, on met l'accent sur nos points communs, mais qu'est-ce qu'on veut en fait? En tant que parents, quelles que soient nos différences culturelles, sociales et linguistiques, c'est qu'on veut que nos enfants réussissent bien à l'école, soient épanouis, puissent jouer, puissent rencontrer les enfants, puissent sortir de leurs écrans pour pouvoir aussi s'amuser avec d'autres. Tous les parents veulent ça. Et donc discutons-en ensemble pour définir après les modalités d'action collective pour la concrétiser. C'est une bonne leçon parce que, voilà, comme tu sais, sur la mobilité, on a eu des débats très chauds, très difficiles. À Curiem et à Cage d'Ours, par exemple, deux quartiers où il y a des mesures pour lesquelles il y avait des mesures de participation, mais qu'ils n'ont pas fait en sorte que les quartiers s'appropriaient le projet. Alors, on a dû mettre des étapes en arrière pour rétablir le dialogue. Est-ce que tu penses que dans tu vas sans doute dire oui, mais peut-être tu peux en élaborer un peu, mais l'inclusivité radicale, si on avait utilisé cette méthodologie, pourrait avoir évité ce débat et est-ce qu'elle pourrait aider à reconstruire, parce qu'il faut reconstruire ces dialogues, il faut repartir de ce que tu dis des objectifs communs et de comment y aller. C'est une méthodologie dont tu crois qu'il va nous aider aussi à Bruxelles sur la mobilité, de remettre le dialogue? Oui. Donc, dans les cas que tu évoques, ça a créé une véritable fracture avec aussi une certaine forme de violence ou également au sein des quartiers. Et donc, moi, je suis effectivement convaincue que si on avait utilisé une méthodologie de l'inclusion radicale, on aurait pu éviter. Et maintenant, tu dis autre chose, c'est est-ce qu'on peut réparer et recréer de la confiance? Donc ça, c'est encore une autre question. Je crois que c'est quelque chose sur lequel il faut travailler, mais alors autrement. Et alors, il faut faire attention aussi sur la question de la participation, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a une forme de business de la participation. Donc, il y a des experts, des boîtes, des organisations qui viennent pour faire de la participation. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que la participation ne peut réussir que si elle est authentique, sincère, pas instrumentalisée, mais aussi avec des gens qui ressemblent aux habitants du quartier. Et ça, c'est essentiel. La projection crée une forme de reconnaissance et crée aussi un savoir-faire qui est beaucoup plus subtil. C'est quoi? C'est la connaissance des codes culturels et des codes sociaux, qui sont parfois très subtils. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, mais ça demande aussi de faire preuve d'empathie, d'écoute active, et de pouvoir vraiment considérer le point de vue de ce jeune qui est en colère contre la nouvelle politique de mobilité, parce que son père ne peut pas faire ses dialyses à l'hôpital, parce qu'il ne peut pas aller en voiture. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, je pense qu'on aurait pu anticiper. Et bien évidemment que c'est possible. Moi, je crois très fort aux mesures réparatrices. Mais il faudra s'y prendre autrement, ça prendra peut-être plus de temps. Ce n'est pas nécessairement en investissant dans des grandes campagnes de communication que ça fonctionne. Ça fonctionne par de l'humain, par de l'échange, par de l'écoute et en impliquant véritablement les concernés autour de la table. On a le même problème avec le quartier Stalingrad, où on a bien vu à travers notamment des vidéos réalisées par le centre vidéo de Bruxelles. Et on voit comment ces commerçants qui sont là sont de véritables experts du quartier et ont une connaissance très fine. Les experts, ce ne sont pas nécessairement des urbanistes académiques qui ont fait de grandes études. Je ne méprise pas ça. Moi-même, j'ai fait de longues études. Mais je veux qu'on valorise aussi l'expérience, l'expertise du vie. Elle est essentielle et il faut pouvoir l'entendre. Et je pense que ça peut marcher. Je sais qu'au moins à Scarbeck, ils sont en train de relancer ça à Curiem aussi. Et les réactions que j'entends, et c'est vraiment un peu dans l'ombre parce qu'on a tous ces débats, et quand un débat est médiatisé, explosif, bon, c'est très chaud. Et je sais que maintenant, sans avoir de deadline, sans avoir de pression qui sont rétablies, et les retours que j'ai, c'est quand même qu'il y a un vrai dialogue. Et finalement, et ça c'est quelque chose, chaque fois qui revient, c'est que sur les objectifs, avoir un espace public plus partagé, qui est moins orienté en voiture, mais plus orienté à nos enfants, à leur rencontre, à l'espace, un lieu d'être, que c'est toujours là où les gens disent « Ah oui, mais en fait, on veut ça. » C'est quelque chose qui Et donc, la pédagogie est essentielle. Ouais. Donc là, comme je disais, j'ai pu aller en Suisse, et en fait, toutes les villes sont piétonnes. Je veux dire, à Genève, à Lausanne, à Montreux. J'étais aussi à Chamonix, près de la frontière. Je me suis rendu compte qu'en fait,
c'était vraiment bien accepté que la voiture, en fait, ça s'arrêtait à un certain périmètre. Bien évidemment, il y a des espaces de parking qui permettent ça aussi. Donc, il faut aussi prévoir des infrastructures aussi. Hein. Et en fait, et c'est OK. Et donc, l'un des meilleurs exemples à Bruxelles, c'est le piétonnier, quand on sait aussi toutes les réactions qu'il y a eu contre et qu'aujourd'hui, tout le monde adhère. Alors, ce n'est pas encore totalement ça aussi, il faut encore qu'on puisse améliorer la sécurité, la propreté aussi au cœur du centre-ville. Et là, on a encore beaucoup de travail à faire. On a encore beaucoup de boulot à faire, mais c'est possible, ça demande du temps, de la pédagogie. Et pouvoir aussi faire preuve de courage, parce que quand on fait de la politique, il faut se dire qu'on le fait pour la prochaine génération et pas la prochaine élection. Et donc parfois, ça demande aussi beaucoup de courage, parce que dans ces moments-là, c'est le temps qui nous donne raison. Est-ce que c'est en contradiction avec la participation qui va déterminer, prenons l'exemple du piétonnier, elle est un peu instaurée à la demande des gens qui ont été aller faire du picnicking de street, qui disaient maintenant on veut piétoniser, c'est une action des citoyens, en exigeant des choses. Ce n'était pas tous les citoyens, il n'y a pas eu un vrai débat sur est-ce qu'on le veut ou pas. C'est à un certain moment, le politique a dû suivre, l'a mis en œuvre, pas sans contestation, assez abrupte, mais si c'était peut-être pas fait comme ça, on n'aura pas le piétonnier qu'on a aujourd'hui. Alors, est-ce que les ambitions, tu dis, tu dois maintenant le faire pour le futur et ces trajets de participation, tu vois des conflits entre ces deux ambitions ou tu vois les tomber ensemble? Oui, oui. Donc, j'étais vraiment présente dans les premières revendications du piétonnier avec Philippe Pareys, notamment, qui avait fait cette carte blanche et qui a été suivie par d'autres. Et Philippe a très vite compris à ce moment-là qu'il était important aussi d'associer les habitants des quartiers populaires. Et j'ai encore les photos de 2012, du premier Picnic the Street, où on voit vraiment cette diversité culturelle et sociale au cœur de la bourse. Elle était vraiment présente. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est acquis. On voit par exemple très bien comment les promoteurs privés sont en train de s'accaparer de cet hypercentre pour en faire aussi un projet qui va faire en sorte de aussi éloigner les personnes des quartiers populaires. C'est une réalité. Le risque de la gentrification, qui aura aussi des conséquences sur les quartiers populaires, va aussi cristalliser les tensions. Et là, en fait, on se rend compte que ce n'est pas un acquis, que même si effectivement on a un piétonnier, eh bien encore une fois, tout comme la bourse avec sa rénovation, si les populations, les habitants du quartier, mais comme c'est un cœur stratégique, en fait, pour moi, ça ne concerne pas uniquement ceux du quartier, mais tout Bruxelles, s'ils ne sont pas associés, ben, ils ne s'y reconnaîtront plus. Et ça, ce serait vraiment dommage. De toute façon, je pense que l'avenir de Bruxelles va aller vers le développement de plusieurs centres où il y aura vraiment une dynamique commune. Mais l'hypercentre, et quand je parle de l'hypercentre, pour moi, c'est vraiment le cœur de la bourse, doit rester celui central pour tous les Bruxellois, parce qu'on sait très bien combien c'est un lieu symbolique et que quand il y a eu les attentats à Bruxelles, c'est là qu'on s'est réunis. Et quand la Belgique gagne, mais même quand le Maroc gagne, c'est là qu'on se réunit. Et donc, c'est important que cette place reste une véritable agora aussi dans l'espace public. Pour moi, c'est un petit peu notre Times Square, c'est un peu notre place de la République. Et j'espère que les citoyens auront leur place. C'est un plaidoyer pour ne pas privatiser tout l'espace public, de garder des lieux, même si c'est bien d'avoir des terrasses et des lieux qui sont là, de garder un espace non déterminé où ils peuvent des choses qui se développent sans qu'on programme ce qu'on fait avec. Exactement. Et donc, on revient à la discussion que nous avons eue tout à l'heure. Parce que les choses qui s'organisent, ben, le problème, c'est que même si c'est gratuit, eh bien, ceux qui sont ceux pour qui on les fait, ben, parfois ne sont même pas informés. C'est comme pour le non-recours aux droits sociaux. Donc, en fait, le politique met en place toute une série de choses très intéressantes pour les personnes les plus fragilisées, mais c'est les personnes les plus fragilisées qui n'en bénéficient pas. C'est comme pour, par exemple, le musée gratuit une fois par mois. Et on voit très bien dans les données que ce sont quand même des familles avec un capital culturel élevé qui en bénéficient et pas ceux qui n'en bénéficient pas. Et donc, ça demande aussi, ça fait partie de l'inclusion radicale, qu'on puisse aussi repenser les canaux de communication
qui doivent être alternatifs et qui doivent sortir des canaux de communication classiques. Et je pense que pour y arriver, on a besoin d'intermédiaires. Et les intermédiaires, on a dans chaque groupe, on a dans chaque communauté des personnes qui ont un capital sympathie, un capital légitimité fort, qui peuvent eux-mêmes mobiliser. Et en fait, c'est un maillage, en fait. En anglais, on parle de weaver, de tisserand. Et je crois que c'est comme ça qu'on pourra créer quelque chose de fort à Bruxelles. Si on traduit ça à l'espace public, l'exemple des musées gratuits, alors l'espace public, ce qu'on a comme ambition, comme gouvernement bruxellois, c'est que les gens s'approprient, qu'ils trouvent que c'est leur espace public, parce qu'en fait, c'est leur espace public, et on voit en effet qu'il y a un clivage, qu'il y a des gens qui se sentent plus à l'aise, plus le bienvenu, plus en sécurité dans l'espace public que les autres. Et tu as parlé de sécurité au début aussi, l'importance de se sentir en sécurité, mais aussi de se sentir le bienvenu, de dire c'est mon espace public. C'est quelque chose de très difficile à créer. C'est un réel enjeu parce que dès qu'on a ça, on peut entamer le débat de comment l'organiser, etc. Mais j'ai l'impression qu'à Bruxelles, on n'est pas là. Et ça fait en sorte que si on parle de la mobilité, il y a des gens qui voient que la mobilité, le déplacement. Et ça devient un débat en voiture, à vélo, etc. Mais en fait, le débat doit être qu'est-ce qu'on va faire avec cet espace qu'on a et le petit espace qui nous reste, comment l'organiser. Et c'est quand même un enjeu que je trouve comme ministre de comment est-ce qu'on peut vraiment donner ce sentiment aux gens et de quoi ont-ils besoin pour faire cela. Et je pense que ça, c'est quand même... Si tu étais dans ma place, qu'est-ce que tu ferais? C'est une vraie question. Alors moi, je ne suis pas du tout experte de l'espace public et de la mobilité. Si, parce que tu habites à Bruxelles. Tu viens de l'espace public. On a dit que l'expérience de vie était importante tout à l'heure. Oui, ouais. Mais c'est vrai que pour moi, ça passe par la valorisation de l'espace public, notamment dans certains quartiers. Je donne un exemple. À Bruxelles, quand il y a un touriste qui vient, il prend un guide. Eh bien, il va trouver nulle part, par exemple, dans aucun guide, j'ai fait l'exercice, j'ai vérifié, des quartiers comme la chaussée de Gand ou la rue de Brabant. Ouais. Pourtant, ce sont des quartiers qui, dans d'autres villes, j'étais à Londres par exemple il n'y a pas très longtemps, où les quartiers qu'on dit ethniques sont vraiment valorisés. Et donc, il y a un aménagement de l'espace public où on va valoriser l'identité culturelle de ces quartiers comme étant quelque chose qui fait la richesse de Bruxelles. Eh bien, chez nous, on ne l'a pas. On ne l'a pas du tout. Et Matongué, pareil. Et donc, je crois qu'il y a une réflexion à faire en termes d'urbanisme, de revalorisation de certains quartiers, en passant par un marquage de ces quartiers, en valorisant le côté positif. Mais ça passe aussi par des travaux de rénovation, travailler sur l'esthétique. J'ai été, par exemple, on parlait de Londres, j'ai découvert un quartier que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Camden. Je ne sais pas si vous connaissiez. Eh bien, vous voyez ce quartier? La façon dont on a réaménagé les façades est vraiment avec une beauté très colorée aussi. Plein de couleurs, très artistiques, etc. Et ça en fait un place to be à Londres. Et je trouve qu'à Bruxelles, ça manque ça. On n'a pas ce genre de valorisation. Moi, ce que j'adore à Bruxelles, c'est de pouvoir... et en plus, Bruxelles, c'est petit, donc on peut faire le tour à pied ou en vélo. Et on traverse... on fait le tour du monde à Bruxelles en réalité. Et on peut commencer par le quartier nord avec la rue de Brabant où on sent il y a une sonorité, il y a quelque chose. Et puis on descend vers la rue Neuve, puis on va vers la Grande Place, puis on va vers le Sablon, c'est encore autre chose. Et alors on va à Louise et puis il y a le boulevard de Waterloo, c'est autre chose. Et puis on traverse le boulevard de Waterloo, Port de Namur, Matongué, poum, autre chose. Et on peut continuer à faire ces tours comme ça. Et ça, c'est pour moi une caractéristique de Bruxelles qui est sa force, mais qui n'est pas du tout valorisée en termes d'espace public. Et en valorisant ces quartiers qui sont colorés, qui ont au niveau culturel et social, je crois qu'on participe aussi à quelque chose qui est, pour moi, est très important, c'est celui de la reconnaissance des identités multiples de Bruxelles. Et que finalement, Bruxelles, ce n'est pas que les moules, les frites, le chocolat, mais c'est aussi le tagine, c'est aussi le mafé, c'est aussi les durum, avec les frites à part. Il ne faut pas les mettre à part. Mais est-ce que parce qu'on est tellement... Bruxelles est en fait une région assez jeune, il y a toute une dynamique pour créer une identité bruxelloise. Les Bruxellois sont souvent ceux qui n'habitent
pas en Wallonie ou en Flandre, c'est souvent un choix, de dire, voilà, je suis bruxelloise, sacrée identité, qu'on n'est pas assez... Est-ce que c'est une fierté sur la diversité interne ou est-ce que c'est de ne pas oser nommer les différences comme des différences parce qu'on veut créer cette identité culturelle conjointe? Parce que c'est quand même quelque chose d'étonnant à Bruxelles que, voilà, voilà, on est tous les mêmes, etc. Mais finalement, non, on n'est pas. Ouais. Mais je pense qu'à Bruxelles, être bruxellois ne se limite même pas aux 19 communes. Un exemple, quand on a dû faire le W100, une des conditions, c'était habiter Bruxelles. Et le nombre de femmes qui ont râlé parce qu'elles disent « Mais moi, je suis bruxelloise, j'habite Zeddik, j'habite Vilvoorde, j'habite Ternat, on nous a même dit, mais je me sens bruxelloise. J'ai dû déménager de 500 mètres de Bruxelles pour des raisons, le loyer, le jardin, etc. Mais on se sent bruxelloise. Donc en fait, finalement, c'est quoi être bruxellois? Quand on sait qu'il y a alors... 400 000 navetteurs, je pense, par jour. C'est ça, hein, à Bruxelles. Ce sont des personnes qui vivent à Bruxelles, qui mangent à Bruxelles, qui consomment de la culture à Bruxelles, qui vont au théâtre, au cinéma à Bruxelles. Et donc, ça pose la question de finalement, qu'est-ce que Bruxelles? Est-ce que Bruxelles s'arrête aux 19 communes ou ça va sur une zone métropolitaine? Bon, ça, c'est un débat politique, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, finalement, c'est quoi être bruxellois? Moi, je pense que finalement, être bruxellois, à partir du moment où on aime cette ville et qu'on se sent fier d'y appartenir, eh bien, welcome, on se sent bruxellois. Mais il faut travailler aussi cette identité de Bruxelles. Et je pense que pour travailler une identité bruxelloise, il est important aussi d'avoir des rituels. Il est important d'avoir des moments pour célébrer Bruxelles. Alors oui, on a la fête de l'Iris, et c'est bien, c'est déjà quelque chose. Il faut aussi rappeler que Bruxelles est très jeune institutionnellement. Elle a été créée en 89, donc elle n'a que 33 ans. Elle est plus jeune que nous. 33 ans, 35 ans. On va faire le calcul plus tard, mais elle est très jeune, elle est plus jeune que nous, Bruxelles. Et je pense qu'il faut qu'on puisse... à travers la culture, à travers l'art, à travers tout plein d'initiatives de la société civile, pouvoir travailler cette fierté, cette identité bruxelloise, qui est une identité ouverte, qui n'est pas fermée, qui est multilingue, qui est multiculturelle, et qu'on vienne des quartiers riches ou des quartiers populaires, on est bruxellois avant tout, quoi. Ouais, c'est ce qu'on partage. Effectivement. Voilà. Alors, si je pourrais résumer, ça veut dire, parce que la question, tu as un peu échappé, c'est qu'est-ce que tu ferais dans ma place, mais si j'ai bien compris bien, c'est d'un côté d'être fier sur Bruxelles, de se réaliser que l'espace public, c'est là où on nous rencontre dans toutes nos richesses, mais aussi d'oser montrer les différences, d'en être fier et de le voir comme une richesse et de le mettre comme une marque, un marquage dans l'espace public, et puis de créer ces lieux de rencontre où tout ça se mélange quand même. Oui, mais pour ça, je pense que le gros enjeu, surtout à Bruxelles, qui est une ville avec tellement de contrastes, où elle est considérée sur base du PIB comme étant l'une des régions les plus riches d'Europe, et en même temps, un enfant sur 3 vit sous le seuil de pauvreté, donc c'est quand même une ville qui connaît quand même des ségrégations au niveau socio-économique très importantes. Moi, je crois, et je crois que c'est vraiment ça aussi qui fait que Bruxelles me passionne, c'est véritablement de prendre le temps d'écouter les besoins, d'écouter la façon dont les Bruxellois vivent Bruxelles. Et je crois qu'en écoutant et en essayant aussi de faire preuve vraiment d'empathie et d'essayer de se décentrer pour aller vers l'autre, eh bien, ça permet aussi peut-être de créer quelque chose qui va être un dénominateur commun, qui va pouvoir répondre aux enjeux de mobilité d'espace public des citoyens. Je crois que c'est possible en fait, mais ça demande juste, et c'est pas toujours facile, de pouvoir vraiment faire preuve de décentrage par rapport à ses propres croyances. Et quand on le fait, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Et ça nous permet aussi peut-être de créer des expérimentations qui n'existent nulle part ailleurs. Et je suis convaincue que si ça fonctionne à Bruxelles, on pourrait inspirer d'autres villes d'Europe. Parce que pour moi, Bruxelles est juste en avance sur la gestion de sa diversité sociale et culturelle. J'insiste sur les deux, hein. Pour moi, ce n'est pas que culturel, c'est aussi social. Si on réussit le pari de sa gestion, du management de sa diversité culturelle et sociale, ça pourrait être un exemple qui pourrait inspirer d'autres villes d'Europe et pourquoi pas d'autres villes du monde. Ça, c'est une belle manière
je pense même de clôturer. Je voulais encore poser une question, mais je trouve ça une réflexion qui est tellement riche que je dirais, prenons ça comme conclusion. La culture, le social, ça va nous mettre ensemble. Et Bruxelles est en amont. On va montrer le futur. Je pense que c'est aussi important de l'entendre parce que parfois à Bruxelles, il nous manque peut-être un peu de chauvinisme, de voir ce qu'on fait bien. Et on est très focalisé sur tout ce qui pourrait être mieux. C'est bien, comme ça on agit sur le changement, mais être fier de ce qu'on a et se réaliser la richesse qui est là. Et comme j'ai dit dans l'épisode, que la vraie richesse de Bruxelles, ce sont les Bruxellois. Et que même si c'est difficile, on peut se retrouver. Et ça, c'est quand même une leçon que je prends de tout ton engagement, tes projets, que même dans des conditions aussi difficiles, si on se met autour de la table, peut-être qu'on ne se comprend pas dès le début, mais en parler et en parlant, on va se découvrir. Et ça, c'est quand même quelque chose de crucial. Et je prends comme message pour l'intégrer plus dans nos méthodes de participation. Merci en tout cas pour tout ça. Merci Fatima. Elke, c'était vraiment une agréable discussion. Ouais. Très chouette. Et Bruxelles sera ce qu'on en fera. Donc, continuons à être des actrices de changement. Et je crois que tu as vraiment raison. Soyons fiers de Bruxelles, malgré ses défauts. Mais soyons fiers et faisons en sorte que ce soit un modèle qui brille au-delà de nos frontières. Merci. Merci à toi.